Soyez les bienvenus en ce premier dimanche de mars dans Rue de la République, l'émission politique de la Marseillaise et de Maritima. Et nous recevons ce dimanche Madame la ministre de la Ville. Bonjour Juliette Méadel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis aux côtés de Léo Purguette, le président de la Marseillaise, le responsable éditorial également du journal. Bonjour. Alors, vous avez Bonjour. passé 2 jours à Marseille, en visite dans les quartiers directement. Vous avez été confronté évidemment aux difficultés des gens qui habitent notamment dans les quartiers prioritaires de la ville. J'imagine que ce que vous disent les Marseillais est proche de ce que vous disent les habitants des Bouches-du-Rhône. Précarité, insécurité, difficulté à vivre, à se loger. Donc on va parler de tout ça dans cette émission. Quel a été le premier contact que vous avez avec ces habitants ? C'est souvent un peu pas du désespoir, mais pas loin quand même, qu'on peut rencontrer. Pas de désespoir, mais un doute et une inquiétude. Et j'ai ressenti aussi beaucoup, avec tous les habitants avec lesquels j'ai parlé, un doute, un manque de confiance. Un manque de confiance générale dans les élus, dans la politique. Et ce manque de confiance-là, j'ai l'espoir qu'on parvienne à recoudre le lien. Parce qu'au fond, ce que m'ont dit les habitants, c'est on est content de vous voir en fait. On est content d'avoir un lien avec un ministre qui vienne dans les quartiers. D'autres de mes collègues viennent et viendront. Et je trouve que la démarche dans laquelle ce gouvernement s'est engagé, c'est aussi une démarche de terrain. C'est ce que nous a demandé le Premier ministre, très attaché à l'ancrage. Et je vais vous dire, la seule chose qui me frappe, moi, c'est qu'il y a un manque d'écoute et de dialogue. Et quand on prend le temps d'écouter les difficultés, il y a un premier sentiment de respect. C'est ce mot qui me vient à l'esprit, c'est le besoin d'être respecté de tous les habitants des quartiers, mais aussi de tous les Marseillais. Et la chose publique, qui est noble, elle doit reposer sur ce dialogue et sur ce fil qu'il faut renouer avec nos concitoyens. Parce que si j'ai un seul message à vous dire aujourd'hui, c'est que les solutions à toutes nos difficultés de précarité sociale se trouveront dans une approche démocratique, nuancée, bien construite et professionnelle. Autrement dit, les solutions qui sont proposées par les deux extrêmes, que sont le Rassemblement national et la France insoumise, sont de fausses solutions. Alors vous êtes directement effectivement au cœur du problème politique, on va en parler. Oui, mais effectivement, pour le moment, vous parlez de respect. Vous avez pu constater vous-même, ainsi que les préfets, que le cadre de vie était extrêmement dégradé dans un certain nombre de quartiers de Marseille. Vous avez proposer aux bailleurs, même un peu plus que proposer, d'agir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous leur avez demandé exactement ? Pour renouer la confiance, il faut que le politique soit efficace. Efficace, c'est trouver des solutions dans des situations, vous l'avez dit, de grave précarité. J'ai donc demandé aux bailleurs de toute la France de me montrer qu'ils sont capables d'améliorer les endroits qui sont mal entretenus. Je leur donne pour cela plusieurs mois. S'ils n'y arrivent pas, d'ici à la fin de l'année, il y aura des sanctions financières. J'ai utilisé un outil très simple, c'est ce qu'on appelle l'exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties, qui est en fait une aide publique que l'on donne dans un contrat aux bailleurs pour qu'ils surentretiennent les logements sociaux, c'est-à-dire pour qu'ils entretiennent plus les logements sociaux dans les quartiers politiques de la ville qui sont quand même effectivement dégradés. Donc cette aide, il faut qu'en échange, ils s'occupent au moins de la propreté, au moins du fait que les ascenseurs doivent fonctionner, c'est quand même le b.a.-ba. Et pourquoi ne le faisait-il pas à l'époque ? Qui s'occupent des boîtes aux lettres qui doivent fermer. Autrement dit, ce qui garantit le minimum de dignité. Alors aujourd'hui, moi, des visites de terrain que je fais, la plupart des bailleurs sociaux font bien leur travail. Seulement, comme on est dans un pays où on ne regarde que les trains qui n'arrivent pas à l'heure, eh bien moi, je suis assaillie par des habitants, et je les comprends, qui, dans les cas où ça va pas, sont très énervés, et je les comprends. Comment vous voulez ne pas être énervé quand vous habitez au 15e étage d'un ascenseur, au 15e étage d'un immeuble, et que l'ascenseur est en panne, et que vous ne pouvez pas sortir de chez vous parce que vous êtes en fauteuil roulant, parce que vous êtes handicapé. Hier, j'ai vu des habitants qui m'ont raconté, que ce soit à la Castellane, que ce soit à la Bricarde, que ce soit même à la Busserine, que quand ils sont dans un logement où l'ascenseur est en panne, il y a des ascenseurs qui sont en panne depuis 1 mois. 1 mois de panne d'ascenseur. Tout le monde se renvoie un peu la balle, comme dans ce dossier-là, en disant c'est les ascensoristes de notre côté, etc. Mais vous avez Il y a raison même de un le dire. député marseillais qui propose une loi, le Laurent Lardy, que vous devez connaître. Absolument. Effectivement. Vous avez raison de dire tout le monde se renvoie la balle. Et c'est pour ça que les gens n'ont plus confiance dans le politique. Donc, j'ai mis tout le monde autour de la table. Je l'ai fait dans le Nord, à Lille. Je l'ai fait à Marseille. Je le ferai dans tous les départements de France, où je veux qu'il y ait les maires, les bailleurs sociaux et l'État pour dire on vous donne une aide publique, l'exonération de TFPB. En échange de ça, le moins que l'on puisse en attendre, c'est que vous fassiez ce à quoi vous vous êtes engagé chaque année, c'est-à-dire à entretenir correctement. J'ai pas dit qu'il s'agit de faire du luxe. Je dis juste
que ce soit propre, que les poubelles soient vidées et que les ascenseurs fonctionnent. C'est même pas du surentretien, c'est de l'entretien normal. Alors attention, l'objectif que j'ai, c'est de dire si on se met tous autour de la table, et on va le faire dans toutes les préfectures de France avec les élus locaux et les bailleurs, c'est aussi pour que les bailleurs nous disent attention, il y a des endroits où on peut plus. Par exemple, quand il y a du trafic de drogue et que les ascenseurs sont cassés au bout de 2 jours alors qu'on vient de les réparer et que ça coûte extrêmement cher. C'est souvent le cas. Alors, mais justement, on va voir si c'est souvent le cas ou pas, puisque je vais avoir un bilan là, la semaine prochaine. Mais quand c'est ce cas-là, effectivement, mais ça justifie que l'État s'en occupe, que les élus s'en occupent. Et surtout, ce que je veux, c'est qu'on s'en parle. Moi, je ne veux plus des situations où j'ai des habitants qui peuvent plus descendre de chez eux, et en fait, personne ne dit rien. Vous ne les avez pas rencontrés encore, ces habitants? Ils vous demandaient précisément... Je les ai rencontrés. Les associations, en tout cas, de locataires, vous demandez de les rencontrer? Alors, pour le moment, je suis nommée que depuis 2 mois. Ouais. Je rencontre des habitants sur le terrain, etc. Je vais rencontrer les associations de locataires, d'abord au niveau national et puis ensuite au niveau départemental. Mais pour le moment, j'ai demandé à tous les préfets de France et aux élus de me faire un bilan de l'entretien des parties communes dans les logements sociaux des quartiers politiques de la ville. J'aurai ce bilan le 7 mars. À partir de là, je saurai si effectivement, dans la majeure partie des cas, c'est le trafic de drogue qui détruit tout, ou si en réalité, c'est un problème de se parler. Il faut se parler, un défaut d'entretien, et peut-être parfois, dans certains cas, un défaut de bonne volonté. Les bailleurs se plaignent quand même d'avoir été très lourdement ponctionnés par l'État dans les années passées. Ils attribuent même d'ailleurs à ces pratiques une difficulté de construction de logements nouveaux. Est-ce qu'il y a encore de l'argent à leur prendre ? Les bailleurs sont essentiels parce qu'ils construisent, ça c'est certain. Cette année, dans le budget, dans la loi de finances 2025, nous avons diminué le taux d'intérêt du livret A, ce qui leur permet d'avoir des gains et des recettes supplémentaires à hauteur de 800 millions d'euros chaque année, et 800 millions d'euros chaque année. Et nous avons également œuvré pour la diminution d'une sorte de ponction qui s'appelait la réduction du loyer de solidarité. Je ne veux pas être trop technique. Bref, ils perdaient de l'argent chaque année. Et Valérie Létard, la ministre du Logement, a fait en sorte, avec le Premier ministre, qu'on remonte, qu'on les aide un peu de ce point de vue-là. Donc là, ils ont engrangé des recettes publiques, des recettes fiscales, de telle sorte qu'ils retrouvent une marge de manœuvre pour construire. Donc là, c'est la carotte, mais le bâton, c'est s'ils ne vous écoutent pas, quelle sera la sanction ? Vous avez parlé de sanction. Quand vous vous engagez dans un contrat, c'est pas l'État qui sanctionne, ils se sont engagés dans un contrat qu'ils signent chaque année avec les maires, avec l'État. Ce contrat, ils disent, en échange de cette exonération de TFPB, je surentretiens le logement. C'est pas moi qui les ai obligés à signer le contrat, c'est eux qui sont venus. Ils ont reçu cet abattement. Donc rupture de contrat, donc pas d'abattement. Mais soit ils sont capables d'honorer le contrat, soit comme le contrat est renégocié chaque année, l'année prochaine, il n'y aura plus de contrat. Madame la ministre, vous êtes bien placée pour savoir que dans ces quartiers-là, on parle souvent d'abandon de l'État. On sait par exemple que dans le 15e arrondissement de la ville à Marseille, la maire se plaint que le seul service public qui est maintenu encore aujourd'hui, c'est le centre social. On manque nettement de moyens. Est-ce qu'il ne faudrait pas un plan Marshall pour les villes, etc. Est-ce que vous n'appelez pas tout ça de vos voeux ? Moi, j'appelle au retour de l'État dans les quartiers politiques de la ville. J'appelle au retour de la République partout, parce qu'aucun centimètre carré du territoire de France ne doit échapper à la loi de la République. Parce que la loi de la République, quand elle n'est pas appliquée, c'est les plus pauvres, les plus fragiles qui en souffrent les premiers. Et c'est la loi de la jungle quand la loi de la République n'est pas appliquée. Donc moi, je veux faire le retour de la République partout. Le ministre de l'Intérieur et de la Justice s'occupe notamment du trafic de drogue. Et moi, pour ma part, la politique de la ville consiste à être au plus près de l'humain, c'est-à-dire à soutenir des associations, à soutenir les plans de rénovation urbaine, mais aussi à expliquer que la politique de la ville, elle porte aussi le message de la République. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exiger des citoyens qui respectent leurs devoirs s'ils ont le sentiment de ne pas être respectés. Donc c'est ce message-là que je porte. Est-ce qu'il faut un plan Marshall ? On a déjà sauvé mon budget, qui est le programme politique de la ville. J'ai réussi à faire en sorte qu'il ne soit pas trop diminué. Dans un contexte de baisse des dotations de l'État. Dans un contexte de baisse drastique, moi quand je suis arrivée, on m'a proposé, je suis arrivée avec une copie sur la table qui était moins 20% par rapport à l'année dernière. Finalement, on est à moins 4%. Donc,
J'ai sauvé les meubles, ça veut dire qu'on a une dotation pour l'ANRU, ça veut dire qu'on a des crédits notamment, et je le dis à tous ceux qui sont spécialistes de la politique de la ville, nous avons les adultes relais qui seront maintenus, ça veut dire que c'est de l'emploi aidé pour les associations, c'est indispensable. Donc on va quand même essayer de faire le maximum, et le budget de la politique de la ville a été globalement préservé. Pourquoi ? Parce que quand on investit en politique de la ville, sur de la prévention, sur des enfants, sur des conditions sociales, c'est autant de délinquance que l'on évite après. Il faut bien comprendre que la lutte contre la délinquance, ça commence à la petite enfance par le soutien aux plus fragiles. Alors Madame la Ministre, on a évoqué là à l'instant les programmes ANRU, donc renouvellement urbain. À Marseille, il y en a beaucoup qui étaient sur la table. Quand Madame Agresti-Roubache est venue sur ce plateau, elle se plaignait de l'attitude des élus locaux en disant que finalement ils avaient fait beaucoup retarder par leur inaction l'engagement des dépenses. Est-ce que ces dépenses sont sanctuarisées ? Est-ce que ces enveloppes vont vraiment servir à un changement dans les quartiers ? Mais évidemment, il y a 19 projets ANRU dans le département. Ça correspond globalement à 850 millions d'euros. Bon, donc tous ces projets-là, bien entendu, seront préservés. J'ai préservé le budget de l'ANRU, 50 millions d'euros dans mon budget avec Valérie Létard. Donc oui, les projets seront continués. Il y a aussi des délais à tenir au-delà de votre bataille pour le budget. Alors, il y a des délais à tenir et c'est bien tout le sujet de l'ANRU. L'ANRU, c'est des projets lourds, c'est des projets longs. Moi, je trouve qu'on devrait aller un peu plus vite. Parce que précisément, on devrait s'adapter davantage aux besoins des habitants. Alors, aller plus vite, ça ne veut pas dire écouter moins les élus locaux. Au contraire. Ce sont des projets qui ne vivent que s'ils sont portés par les élus locaux, par les maires et par les associations. Ce n'est pas des projets qu'on peut fabriquer à Paris dans un bureau. C'est des projets qui doivent être ancrés sur le territoire. En même temps, c'est aussi des projets qui répondent à des contraintes légales. Et c'est bien normal. Des contraintes environnementales, des contraintes de construction, des normes et aussi des normes budgétaires. Parce que pour aller vite aussi, il faut à un moment donné qu'on décide. On ne peut pas passer son temps à décider sur des projets. Donc, il y a cette contrainte-là. Et je peux vous dire que l'ANRU, en politique de la ville, c'est essentiel. Moi, ministre de la Ville, je tiens à la rénovation urbaine. Je tiens à la politique qui est menée par la rénovation urbaine, parce que ce sont des crédits que nous arrivons à sanctuariser pour transformer le cadre de vie. La question du relogement va se poser avec acuité à Marseille, parce que vous le savez, il y a un défaut de construction de logements sociaux, même si la situation a été un petit peu améliorée dans les dernières années. Comment on va faire ? Parce que là, il y a un problème très concret. Si on rénove d'un côté, il faut reloger de l'autre, et plutôt dans de bonnes conditions, on l'espère. C'est la clé, vous avez raison. La question de du relogement est décisive, y compris dans ce qu'on appelle les copropriétés dégradées, où il y a des au Mail, par exemple, à Marseille, au Mail, par exemple. C'est bien plus compliqué pour la puissance publique, d'ailleurs. C'est très compliqué parce que ce sont des propriétaires privés qui ont acheté il y a 30 ans. Le prix, je le dis pour nos auditeurs, le bien s'est dégradé en valorisation et donc les propriétaires aujourd'hui ont perdu leur chemise. Et en plus vivent dans des logements qui se dégradent. Donc c'est là que nous avons besoin de l'État. Certains sont des marchands de sommeil. Mais bien sûr. Donc pourquoi nous avons besoin de l'État partout et surtout dans les quartiers ? Parce que là, l'État doit mettre fin aux marchands de sommeil. L'État doit mettre fin à la précarité extrême dans laquelle vivent les habitants de ces copropriétés dégradées. Là où il y a des problèmes d'ascenseurs massifs. Donc c'est un autre sujet que le logement social, mais c'est un sujet pour le gouvernement parce que c'est un sujet de dignité et de respect de la personne. Quand on vit dans les quartiers, il faut pouvoir se déplacer. Ça ne vous échappe pas, Madame la Ministre. C'est pas évident. Encore aujourd'hui à Marseille, on a un retard sur ce territoire de plusieurs dizaines d'années. Le président de la République, Emmanuel Macron, avait tracé un certain nombre de priorités. Ça bouge, mais pas suffisamment rapidement. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, aux élus locaux ? Est-ce que vous avez des priorités vers les quartiers nord ? Comment vous positionnez par rapport à ce dossier ? Le désenclavement des quartiers politiques de la ville partout en France, c'est les transports. Vous avez raison de le dire. Et c'est du transport public. Vous voyez, par exemple, hier, j'étais à la Bricarde et des habitants m'ont dit qu'ils n'allaient jamais à la mer. À Marseille, la mer, c'est loin quand on habite dans les quartiers nord. C'est très loin. Si vous n'avez pas de transport public pour y aller, eh bien, vous vivez dans un sentiment de ghettoisation. Donc, le transport, ça aide aux échanges. Ça aide à éviter de se sentir rejeté. Et ça favorise la mixité, mais la mixité, quand tout le monde respecte le cadre républicain, c'est une force. Attention, quand tout le monde respecte le cadre républicain et quand tout le monde respecte la loi. C'est une certitude. Je sais qu'à Marseille, elle a été assez galvaudée, cette mixité. Mais elle est galvaudée parce que, comme partout en France, on a construit sans réfléchir à l'intégration républicaine.
il faut un projet d'intégration républicaine. Chacun doit être respecté. Et pour ça, il faut des services publics. Voilà, et pour avoir l'intégration des services publics, il faut du transport public. Il faut aussi quand même un minimum de services publics, ou en tout cas d'accès à la santé, de prise en charge de la petite enfance. Ce sont des questions que vous allez un petit peu aborder à Marseille aussi. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant que ministre de la Ville, pour améliorer ça ? D'abord, je pousse tous mes collègues, ministre de la Santé, ministre des Affaires sociales, ministre de l'Éducation nationale, à s'engager dans les quartiers politiques de la ville. Ils le font déjà, bien sûr. C'est ce qu'on appelle le droit commun. C'est le service public. Le service public, il est partout sur le territoire. Sauf que dans les quartiers politiques de la ville, il est moins efficace parce qu'il est moins présent. Et c'est là que moi, je suis le trublion, ou autrement dit plutôt l'aiguillon, pour que tous mes collègues n'oublient pas que dans les quartiers politiques de la ville, il faut faire un effort supplémentaire. Donc nous y arrivons. Moi, j'ai un budget dédié. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et là, avec Elisabeth Borne, avec laquelle je travaille très bien, ou avec Yannick Neuder sur la santé, nous sommes en train de renforcer l'accès aux services publics de la santé pour la petite enfance et l'enfance dans les quartiers prioritaires de la ville et dans ce qu'on appelle les cités éducatives. Vous savez, il y a un truc qui me marque. C'est qu'aujourd'hui, vous avez les 2/3 des enfants des quartiers prioritaires de la ville en France qui n'ont pas accès à la crèche. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que leur mère ne peut pas aller travailler. Si la mère ne peut pas aller travailler, elle gagne moins d'argent. Elle ne s'émancipe pas. Elle est dépendante éventuellement d'un compagnon que l'on voit violent, puisque vous connaissez les chiffres en matière de violences faites aux femmes. Et donc, ça nous donne des familles monoparentales dans les quartiers, avec des femmes qui sont obligées de travailler la nuit, qui ne peuvent pas s'occuper des enfants quand ils partent à l'école le matin et quand ils rentrent le soir, et qui en plus sont seuls, avec des conditions de précarité extrêmes. Si on ne règle pas cette question, on continuera à fabriquer de la désespérance et des enfants qui deviennent des adolescents en rupture de société. Alors, il y a un discours qui prend tout à fait, y compris dans ces quartiers, c'est celui du Rassemblement national, et vous l'évoquiez en début d'émission. Comment faire en sorte justement que ces habitants qui sont un peu désespérés ne se tournent pas vers des solutions peut-être de facilité qu'apporte le RN aujourd'hui ? Précisément en œuvrant à l'efficacité et au respect d'autrui dans Ils ont entendu ce discours, Madame la Ministre. Pardon, je vais vous le démontrer. Vous avez raison de le dire, tout le monde dit ça. Mais moi, je vais vous le démontrer. J'ai été nommée donc il y a 2 mois. Et là, hier, je suis venue constater les progrès en matière d'amélioration de la dignité des conditions de vie dans les logements sociaux. Par exemple, j'étais à la Busserine. À la Busserine, la crèche de l'œuf, qui était à l'arrêt quand je suis venue il y a 5 semaines, est à nouveau en travaux et nous pourrons l'inaugurer grâce au bailleur social, grâce aux élus locaux. Nous allons pouvoir l'inaugurer au mois de mai. Vous savez, la crèche, c'est essentiel. Ça va permettre à ces femmes qui, depuis 7 ans, n'avaient plus de crèche, de retourner travailler et d'avoir en plus pour les enfants un environnement stimulant et un environnement éducatif à la hauteur des besoins de ces enfants. Deuxièmement, j'ai vu aussi, et à nouveau, un local jeune, de la saleté. Tout ceci est en train d'être amélioré, photo à l'appui. Ça veut dire que hier, j'ai constaté déjà des progrès, et ça veut dire que quand on met tout le monde autour de la table avec une volonté politique et un suivi, eh ben ça marche, parce qu'en France, nous avons un tissu public associatif local et des bailleurs sociaux qui, dans leur écrasante majorité, sont engagés. Ce cap politique dont vous nous parlez, il est parfois un petit peu difficile à suivre quand on a un gouvernement aussi hétéroclite. On vous a connu socialiste, vous êtes à côté de gauche, j'ai pas changé vous êtes à côté d'un ministre comme Bruno Retailleau, qui est quand même très très à droite. Comment vous accordez vos violons ? Tout simplement parce qu'on a un Parlement qui, ça ne vous a pas échappé, ne dispose d'aucune majorité absolue. Donc le Parlement lui-même est composé de partis différents. Et donc le gouvernement est composé de gens de gauche comme moi, avec François Rebsamen par exemple, avec Éric Lombard, avec Manuel Valls, mais aussi de gens de droite comme Bruno Retailleau ou Gérald Darmanin. Et précisément le Premier ministre, François Bayrou, a toujours incarné cette volonté de faire dialoguer ensemble des personnes aux sensibilités différentes. Mais qui est le chef à la fin ? Le Premier ministre et le Président de la République. Donc, nous incarnons, comme l'est le Parlement, comme l'est l'Assemblée nationale, la diversité des points de vue des Français. Et c'est ça l'intérêt général. Quitte à être un peu schizophrène quelquefois ? Pas schizophrène. Moi, je défends les valeurs de la République. Bruno Retailleau aussi. Chacun d'entre nous s'inscrit dans un cadre. Vous êtes toujours de gauche, vous avez dit. Est-ce que le congrès du PS vous intéresse ? Mais bien entendu, le congrès du PS m'intéresse parce que je m'intéresse à l'avenir de la gauche. La gauche est ma famille politique. Moi, j'ai pas la même orientation que le Parti socialiste actuel. Oui. Ça vous a pas échappé. Vous en avez été exclu d'ailleurs. Moi, je crois, bien sûr, et je n'ai
je ne partage plus la même orientation parce que je suis profondément en opposition avec la ligne de la France insoumise, qui pour moi n'est pas une ligne républicaine. Donc je suis en opposition parce que je pense que le communautarisme déstructure la République. Et que si on veut rassembler les Français, il ne faut pas s'adresser à leurs origines, il faut s'adresser à leur choix d'être Français. Alors, il y a une dernière question que je voudrais vous poser, c'est, puisque vous êtes une femme de gauche, la question des retraites. Force ouvrière a quitté la table de négociation. Il semblerait que on n'arrive pas à déboucher sur cette question. Est-ce que vous êtes favorable à un référendum sur cette question ? Moi, je suis favorable à la procédure que le Premier ministre a énoncée dans son interview ce matin, qui est parfaitement en phase avec nos institutions démocratiques. Il avait annoncé qu'il y aurait une négociation syndicale, que si elle échouait, on passerait devant le Parlement. C'est ce qu'il a dit. Donc, si les syndicats n'arrivent pas à se mettre d'accord, ça sera le Parlement qui décidera. Et si le Parlement n'y arrive pas, on a connu des situations de blocage, il évoque le référendum. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu que pour sortir d'une situation difficile, il suffit de s'en remettre au fonctionnement de la Constitution de la France. Certains remettent en cause le cadre constitutionnel dans tous les pays du monde aujourd'hui. On est en train de remettre en cause les engagements internationaux. On est en train de remettre en cause le système de droit international. Eh bien là, sans remettre à la Constitution de la Ve République, portée par que le général de Gaulle a voulu, à laquelle les Français sont attachés, me semble être la solution la plus rassurante et la plus apaisante pour tout le monde. Juliette Méadel, ministre de la Ville, quelle est la République pour vous ? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on l'incarne et qu'est-ce que c'est ? C'est de s'occuper des plus fragiles dans les quartiers les plus difficiles. Et donc la politique de la ville aujourd'hui, au même titre d'ailleurs que ma collègue Françoise Gatel, qui s'occupe de la ruralité, c'est de s'occuper de ceux qui se sentent exclus de la République. Si on arrive à leur redonner confiance, à les respecter, en échange, ils auront envie à nouveau de respecter le cadre républicain. Merci d'avoir été en notre compagnie, Juliette Méadel, dans cette émission Rue de la République. Et la semaine prochaine, nous serons en compagnie de Martine Vassal, la présidente de la métropole et du département. Merci à Léo Purgat également. Passez une excellente journée. Merci à vous.